Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement et sans le savoir vers son ultime perfection. Voilà, l'ultime perfection, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on peut imaginer de positif, d'une humanité qui aurait atteint une plénitude, qui aurait atteint la sérénité, la paix, enfin bref, voilà, un paradis, hein, un fonctionnement totalement écologique, etc. Donc évidemment, ça concerne les siècles futurs. Il nous faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, mais on parviendra à cet état-là. C'est notre destinée et c'est au fond notre mission que sans que nous le sachions, c'est voilà, c'est la mission que l'humanité doit accomplir et qu'elle accomplit en fait de manière inconsciente. Mais bientôt, on l'accomplira, on prendra conscience de cette mission, de cette finalité, et on passera sur une évolution consciente. Donc on écartera tout ce qui est dangereux, tout ce qui, voilà, l'évolution par antagonisme, par violence, par la guerre, etc. Voilà. Alors, pour, euh, pour éclairer un peu cette théorie sur ces vidéos, je m'appuie sur des ouvrages que j'achète de temps en temps, sur David Grenier ou ailleurs. Là, par exemple, c'était sur cet ouvrage que j'avais trouvé il y a quelque temps. Et alors, bon, voilà, de Victor Delbos, la philosophie française. Et la partie qu'il consacre, la dernière partie qu'il consacre à Saint-Simon et Auguste Comte. Alors j'ai commencé à lire un petit peu, c'est un petit peu la présentation d'Auguste Comte par Victor Delbos. Alors, moi, je n'ai pas lu je lis pas avant de, de commenter. Là, par exemple, eh ben, je découvre en même temps que je lis ce que je suis en train de lire. C'est ma façon de pratiquer. Je, c'est plus spontané pour moi et ça correspond à mon caractère atypique, c'est-à-dire lié à l'autisme Asperger. Et ça correspond tout à fait à ma façon de pouvoir de, d'utiliser au mieux mon potentiel en fait. Voilà. Alors, il parlait de son orgueil, donc Victor Delbos, et je vous renvoie à la vidéo précédente, qui est la première vidéo sur Auguste Comte. Je reprends la lecture. Son orgueil est aussi naïf qu'il est prodigieux. Alors, ben je veux bien, oui. C'est clair que j'ai pas lu non plus, je connais pas l'histoire, j'ai rien lu sur Auguste Comte, donc c'est une découverte pour moi. Mais évidemment, euh, on peut imaginer que cet homme, si cet homme a donc imaginé une sorte de totalité de théories qui englobe la totalité de l'évolution de l'humanité. Donc il est dans quelque chose, un état d'esprit qui est vraiment particulier, qui est exalté là-dedans. C'est une exaltation absolue parce qu'on ne peut pas sortir de cette... quand on est conçu pour réfléchir là-dessus, on est dans la passion, on est entraîné par la passion. Et ce qu'il disait, donc Victor Delbos juste avant, c'est qu'il avait des problèmes dans son couple, ça devait être tendu, violent, etc. Bref, il avait des problèmes avec l'autorité, avec le système. Donc au fond, cet orgueil, il était nécessaire pour lui. Parce que peut-être que sa compagne dégradait son travail ou s'intéressait pas à ça, ou enfin bref, que le, le en fait, il fallait qu'il aille chercher de quoi nourrir son, son,
son état d'âme, en fait, de son travail, son, son narcissisme, on pourrait dire, peut-être si c'était un narcissisme qui avait été maltraité, etc. Donc il faut aller se recharger, aller dire, ben, vous voyez ce que je fais, c'est bon, etc. C'est important. Voilà, on est obligé de se convaincre soi-même si on ne reçoit pas ça de l'extérieur. Dans la vie ordinaire, tiens, ça va me permettre de parler de quelque chose d'important. Voilà, soit on se remplit par l'extérieur, on a besoin toujours de se remplir, soit par l'extérieur, soit par soi, on doit nourrir cet ego dans la vie ordinaire. Le seul qui n'a plus besoin de nourrir cet ego, c'est ce que nous serons dans 300-400 ans quand nous aurons atteint cet état de perfection. C'est l'extatique, c'est celui qui a atteint l'éveil, qui a atteint l'état d'extase, qui a atteint cet état-là, de sagesse absolue, de nirvana, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de béatitude, bon bref, qui a atteint le plus haut degré de l'esprit. Là, il n'a plus besoin d'être rempli par l'extérieur. C'est pour ça que le sage peut se contenter d'être seul, de vivre dans une complètement isolé en réalité. S'il a atteint cet état d'extase, hein, parce que si c'est superficiel, pardon, ça ne marche pas. Donc là, il est obligé, donc seul l'extatique n'a pas besoin d'être rempli, parce qu'il est plein de ce vide qui est le divin, en somme. Et donc il n'a pas besoin de recevoir, d'être nourri par l'orgueil des autres, en fait. Voilà. Mais lui, ce n'était pas le cas. Il était dans la vie, il était en prise dans la vie, etc. Et donc, et dans un couple qui ne fonctionnait pas, enfin, tout est compliqué à ce niveau-là. Alors son orgueil est aussi naïf qu'il est prodigieux. C'est, dirait-on, une disposition d'âme prescrite par le système. Oh, de plus en plus, Kant ne peut se représenter les motifs auxquels il obéit comme les motifs auxquels obéissent les autres hommes, que par des traits généraux entre lui et les autres, entre lui et ce qu'il croit connaître de lui. Il interpose toujours sa doctrine. Il investit d'une valeur philosophique et sociale ses actes les plus personnels et parfois les plus insignifiants. Mais je comprends tout à fait ça, c'est logique. Quand il veut expliquer les torts de sa femme, il les rapporte à sa nature révolutionnaire. Ben oui, c'est clair. Et c'est-à-dire que, ben oui, le narcissique va dire c'est sa faute à elle, c'est elle voilà, qui a tous les défauts, etc. Et là, il le rapporte à sa nature révolutionnaire et métaphysique. Donc c'est sa faute en fait, c'est parce que il est et cette nature révolutionnaire, c'est qu'il ne pense qu'à ça. Il est tout le temps en train de réfléchir, de penser, etc. Vraisemblablement. Quand il tombe amoureux de Clotilde de Vaux, il la dote de toutes les vertus positivistes et il associe sa passion à sa mission. Ben oui, mais en fait, réfléchir, le positivisme, c'est de la spiritualité. Voilà. Réfléchir à l'évolution de l'humanité, c'est de la religion. Et je comprends qu'ils aient pu appeler ça la religion, le catéchisme, etc. Bien sûr, parce que c'est ça, on est là-dedans, on voit tout en mystique, on voit des messages dans tout, on voit on comprend, on est tout le temps dans la compréhension, tout est explicable, tout parle en somme. Et c'est sur la mécanique universelle, il y a un chapitre qui est consacré au langage du vivant, au langage de la vie, au langage de l'univers, au langage de Dieu, etc. L'excentricité de certaines de ces attitudes
L'accès de folie dont il fut saisi en 1826, après les premières leçons de son cours de philosophie positive, et qui le fit interner pendant plusieurs mois. Mais il y a une tension. Je crois que si je devais être dans la vie ordinaire, c'est parce que je me suis isolé que je me suis protégé de peut-être, en gros, hein, mais de sombrer dans la folie. Mais si j'étais sous pression de devoir donner des cours, de devoir, enfin, d'avoir une vie ordinaire, c'est, il est pas dit que j'aurais résisté. Hein. Le retour à diverses époques sans doute de ces accidents nerveux qu'il interprétait lui-même comme des menaces de rechute. Enfin, la crise sentimentale qu'il ressentit dans toute la dernière partie de sa vie et qu'il se plut à entretenir par les plus singulières pratiques. Tout cela portait à dire que le système positiviste était vicié dans son principe, ou du moins avait été altéré dans son développement par des causes morbides. Mais non, ça c'est pas... C'est... Peu importe que ça soit ça. C'est comme quand Nietzsche dit que l'évolution se fait, les progrès sont réalisés par ceux qui sont morbides, par les malades, par les souffrants, par les souffreteux, je ne sais pas comment il les appelle, mais évidemment que c'est ça, oui, bien sûr, l'humanité évolue par ses hypersensibles, par ses artistes, par ses chamans, par ces chamans, quand je parle de chamans, ce n'est pas les chamans traditionnels, c'est les artistes qui sont en lien avec quelque chose de plus grand. Et évidemment, c'est autre chose que des guerriers insensibles, etc. Mais un philosophe qui serait dans une organisation psychique parfaite, etc., il n'aurait pas besoin d'être philosophe. Il a besoin de vivre, voilà, il est que complètement adapté à la société, à la vie, et donc c'est autre chose. Voilà. Rien de plus superficiel et de plus inexact qu'un tel jugement. Et ce n'est pas de ce genre de critique que le positivisme relève. Il y a une direction parfaitement régulière de la pensée de Comte, qui se laisse suivre jusqu'au terme de son œuvre et qui est marquée par une suite d'idées discutables, sans doute, mais discutables philosophiquement pour l'essentiel. Voilà, c'est tout à fait. On ne peut pas juger de ce qu'il était sur le fond, sa folie. Oui, elle est là, on peut en parler, on peut comprendre, etc. Mais l'étrangeté et la puérilité se rencontrent plus d'une fois dans les procédés, les formules et les prescriptions qu'il emploie à convertir sa doctrine en religion organisée jusque dans l'extrême détail. Ben oui, mais on peut en dire autant, justement, je me sens complètement proche de ça, de la puérilité de mon travail. On peut le juger absolument comme ça, discutable tout à fait. Et puis, elle n'entache pas les conceptions générales que son esprit a produit et liées avec une remarquable fermeté, et ce sont les caractères de son esprit, bien plus que son tempérament sensible et passionné, bien plus que sa volonté impérieuse et ombrageuse, qu'il importe de rappeler ici. Bien sûr. Et ce sont les caractères de son esprit, bien, c'est ça, c'est la puissance de son esprit qui est importante. Après, il faut le resituer à son époque. Il n'avait pas toutes les clés pour démontrer clairement ce qu'il était en train de penser. Et il utilisait les outils qu'il avait à cette époque-là, le christianisme, la science, etc. etc. Voilà, maintenant, on peut utiliser d'autres outils, c'est-à-dire la spiritualité dans sa totalité, qui dépasse les appartenances religieuses, la science dans sa totalité aussi.
Ce fut une intelligence très précoce et d'abord très avide d'instruction, nourrie avant tout par les livres et par ses réflexions propres, aussi peu que possible par l'observation renouvelée des choses et le sens direct de la vie. C'est ça, c'est que c'est psychique, c'est intellectuel, c'est pas, c'est pas dans l'action. L'action, voilà, c'est vraiment de la cogitation, s'exerçant moins par pure curiosité que par besoin de dominer, ne faisant que traverser le détail des idées et des connaissances pour s'attacher aux ensembles, ayant le don éminemment philosophique d'éprouver que les réalités scientifiques et sociales dans lesquelles l'humanité s'est projetée sont incomplètes tant qu'elles ne sont pas synthétiquement ordonnées, mais écartant d'instinct autant que par parti pris les méthodes qui permettraient de les envisager du dedans, plus capables d'inventer que de comprendre, de construire que d'analyser, de rechercher la cohérence théorique que la preuve rigoureuse. Oui, exactement. D'accord. Je me sens tout à fait dans cette veine, justement. Et c'est logique. On ne peut pas être dans... Quand on s'occupe de la ligne complète de l'humanité, on ne peut pas être dans l'analyse pointue. On ne peut pas perdre de temps à être complètement proche. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas lu. Je ne connais pas le travail d'Auguste Comte, donc je ne peux pas en approcher. C'est quelque chose qui me met en distance, donc il faut bien le prendre sous cet angle-là, et c'est pareil avec le travail que j'ai fait avec Saint-Simon. Mais voilà, il faut bien rattacher toutes ces lectures à la mécanique universelle. C'est ça qui est le lien en réalité. C'est pas une analyse d'Auguste Comte, parce que là je suis certainement à côté de la plaque. Je ne le comprends pas complètement. Il faudrait vraiment le lire pour savoir ce qu'il veut dire derrière. Évidemment que, par contre, je peux comprendre que la preuve rigoureuse, on ne peut pas. Voilà. Quand je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, il n'y a pas de preuve rigoureuse à apporter, bien sûr. Ça serait possible. Et je suis confronté à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'analyse bien comment ça s'est passé, comment les premiers hommes se sont séparés des autres primates, à quel moment, comment ça se passe, etc. Après, toute la progression de tout ça, mais ça voudrait dire, c'est impossible, parce que c'est trop vaste, c'est la création tout entière. C'est pas digne de ça. Alors, les très très forts, les Umberto Eco, les gars qui arrivent à engranger, qui ont engrangé pendant toute une vie des connaissances et qui s'en rappellent et qui ont une mémoire prodigieuse, ils peuvent se rapprocher de ça. Mais en même temps, ils sont pointus dans leur domaine. Ils ne s'intéressent pas à l'évolution de l'humanité. S'intéresser à l'évolution de l'humanité, c'est quelque chose de très particulier. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous propose, si vous pensez que ces visions atypiques peuvent être sponsorisées, vous pouvez mettre des petits pouces, vous abonner, c'est gratuit, et voilà, ça fait avancer un peu le schmilblick. Et puis vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement, et en parler autour de vous. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et je suis désolé de ma façon un peu brutale de parler là. Merci, au revoir.